Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Voici le programme de votre après-midi. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre les travaux de la commission spéciale du Sénat sur la délimitation des régions. Audition cet après-midi de l'Assemblée des départements de France et de représentants de l'AMF, l'Association des maires de France. À 18h15, Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat qui reçoit ce soir Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français et sénateur de Paris. Et puis on se retrouve à 19h pour 24h Sénat, le journal. Nous poursuivrons notre série consacrée à l'examen de la réforme pénale. Un reportage sera suivi d'un débat avec les sénateurs Jean-Pierre Michel, Jean-René Le Serre et Yves Détraigne. Mais on commence par une visite attendue ce matin au groupe UMP du Sénat. Les trois anciens premiers ministres qui composent le désormais célèbre triumvirat devaient intervenir devant les sénateurs. Finalement, seuls Jean-Pierre Raffarin et François Fillon étaient présents. Alain Juppé ayant été retenu à Bordeaux à cause des grèves. Alors parmi les thèmes abordés, la crise à l'UMP, mais aussi les investitures pour les sénatoriales. Écoutez à ce propos Jean-Claude Gaudin, président du groupe UMP au Sénat, au micro de Maxime Tullier. Nous avons reçu Fillon. Il y a aujourd'hui une équipe de 3 personnalités qui s'occupent de l'UMP avec le secrétaire général Luc Châtel. Nous leur faisons confiance et nous voulons l'apaisement et nous voulons préparer les élections qui auront lieu dans notre parti, mais après les élections sénatoriales. L'objectif pour nous, c'est la réélection de nos sénateurs UMP et la conquête de la Haute Assemblée si on peut. Autre temps fort de l'actualité aussi ici au Sénat, c'est la visite officielle d'Isabel Allende Bussi, présidente du Sénat chilien. Elle a été accueillie par Jean-Pierre Bel, le président du Sénat. L'occasion pour la première femme présidente du Sénat de présenter les réformes menées tambour battant par une autre femme, la présidente Michelle Bachelet. On l'écoute au micro de Camila Campuzano. No solo una educación de calidad, sino más gratuita en todos los niveles, y eso es un tremendo desafío. Y por cierto, también queremos llegar a una nueva constitución y por lo tanto terminar con el sistema electoral. Son una mirada muy amplia, son una forma de cambiar un poco cómo ha funcionado hasta ahora nuestra sociedad, que sigue siendo y está siempre marcada por profundas desigualdades. Je vous le disais en titre, la commission spéciale du Sénat sur la délimitation des régions débute ses travaux cet après-midi. Elle entend donner la parole aux représentants des élus locaux. On va tout de suite retrouver Tam Tra Nguyen avec le sénateur UMP de la Seine-et-Marne, Jean-Jacques Hyest. C'est lui qui préside cette commission spéciale. Oui Delphine, je suis donc avec Jean-Jacques Hyest. Bonjour. Bonjour. Vous présidez donc cette commission spéciale sur la réforme territoriale dont la première partie va être examinée au Sénat dès le début du mois de juillet. Alors les travaux de la commission des lois sur cette réforme territoriale avaient débuté dès la semaine dernière. D'ailleurs, de nombreux sénateurs étaient venus assister à ces auditions. Alors pourquoi fallait-il donc constituer une commission spéciale ? Alors, écoutez, moi, je ne l'ai pas demandé spécifiquement, hein. Un certain nombre de collègues et de groupes ont demandé la constitution d'une commission spéciale, donc c'est de droit, hein, qu'à partir du moment où c'est une volonté majoritaire des groupes du Sénat. Quel est l'apport de cette commission spéciale par rapport à la commission des lois ? Je vous le dirai à la sortie. Bon, il s'agit en fait, pour le texte concernant le redécoupage des régions, évidemment, ce n'est pas du tout pareil qu'un texte sur les compétences où la commission des lois est habituée à travailler sur ces sujets. C'est un sujet qui est à la fois très politique, il faut bien le dire, hein, et qui d'abord aurait mérité, même s'il y a une étude d'impact, qui nous paraît à beaucoup d'égards, en ce qui me concerne insuffisante, aurait mérité quand même que ça ne soit pas fait à la hussarde. Oui, parce que justement, hein, le délai entre le passage du texte en Conseil des ministres mi-juin et le début de l'examen au Sénat début juillet est très court, seulement 15 jours. Alors qu'allez-vous faire pendant ces 15 jours et quel est votre programme d'audition? Comment allez-vous pouvoir préparer ce texte? Bon, on va tenir compte bien sûr des auditions auxquelles a procédé le rapporteur, puisque c'est le même rapporteur, hein, qui était celui de la commission des lois. Michel Delbar. Voilà, les auditions qui ont été faites la semaine dernière,
nos collègues en disposent. La plupart des membres de la commission spéciale étaient d'ailleurs présents aux auditions du ministre et du président et des présidents de conseils régionaux. Donc on va en tenir compte, bien entendu. Et puis cet après-midi, on a un certain nombre d'auditions, les départements, les communautés, l'Association des maires de France. On va se faire une opinion du sentiment des associations d'élus sur cette réforme, sur cette partie de réforme. Parce que, en fait, c'est un ensemble. Pourquoi faire des grandes régions si on ne se pose pas la question des compétences? Et beaucoup de sénateurs s'interrogent d'ailleurs. Et je vous rappelle qu'il y avait une mission d'information qui avait été présidée par Jean-Pierre Raffarin et rapportée par Yves Crattinger, qui disait oui à des grandes régions avec les enjeux stratégiques, mais maintien des départements. Ce n'est pas tout à fait ce que dit le projet de loi, le second, qui sera examiné après le renouvellement du Sénat. Alors vous n'avez également pas eu gain de cause sur la procédure accélérée qui demeure sur ce texte. Néanmoins, a priori, cette procédure accélérée n'est là que pour raccourcir le délai entre le moment du passage en Conseil des ministres et le début de l'examen au Parlement. Il devrait quand même y avoir 2 lectures par chambre. Est-ce que de ça, vous vous réjouissez quand même? C'est quand même la moindre des choses, parce que alors franchement, ça aurait été, ça aurait voulu dire, c'est comme ça, et puis vous votez ou vous ne votez pas. En plus, c'est toujours difficile quand il y a une seule lecture à l'Assemblée et au Sénat. Il n'y a pas de dialogue entre les 2 assemblées, en fait. Il y en a un, mais qui est quand même assez fictif en commission mixte paritaire. Donc c'est indispensable que pour ces sujets-là, mais c'est vrai aussi de la contrainte pénale, où il y a une procédure accélérée, il y a un dialogue entre les 2 assemblées. Alors en fait, le gouvernement qui a tardé à déposer son projet de loi, puisqu'on l'attendait de semaine en semaine, vous savez qu'on ne peut pas examiner dans la première assemblée saisie avant 6 semaines. Et donc c'est pour échapper à cette contrainte qu'on a joué de la procédure accélérée, mais ça n'empêche pas, effectivement, comme s'y est engagé le gouvernement, à faire 2 lectures dans chaque assemblée. Merci beaucoup Jean-Jacques Hyest d'avoir répondu à ces questions en salle de conférence. Merci Tam. Alors sans plus tarder, direction la salle Clémenceau pour suivre les premières auditions de cette commission spéciale consacrée à la délimitation des régions. Donc, comme la commission spéciale l'a décidé, donc nous poursuivons les auditions auxquelles avait procédé Michel Delbar, notre rapporteur, la semaine dernière, à savoir le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation, etc. Je ne sais pas quoi encore. Bon. Et puis le président de l'association des présidents de région, qui était dans plusieurs. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le président de l'Assemblée des départements de France, ainsi que Madame Marie-Françoise Pérol-Dumont, vice-présidente, et René-Paul Savary, président de la commission économie de l'Assemblée des départements de France. Il est là, il est un peu plus loin. Il aurait pu venir là, parce qu'il fait partie de la délégation de l'ADF. Tant qu'on est encore autorisé à cumuler. Il faut en profiter. Bien. Alors je rappelle que la commission spéciale est saisie du premier texte, à savoir le projet de loi relatif à la délimitation des régions aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Mais comme chacun le sait, ce texte est l'ensemble et une partie d'un tout qui concerne aussi un autre texte qui a été d'ailleurs délibéré en Conseil des ministres le même jour, ce qui démontre bien qu'il y a une continuité, mais nous ne sommes pas saisis pour l'instant. Le Sénat est saisi, mais la commission spéciale n'est saisie que du texte sur la délimitation des régions aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Monsieur le Président, vous avez la parole. Ah ben non, on va vous laisser faire un exposé sur votre vision du projet, et puis ensuite, bien entendu, le rapporteur et les collègues vous poseront toutes les questions qu'ils le souhaitent. Tout cela dans un délai d'1 heure. Très bien. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs,
et également mes chers collègues parlementaires qui exercent une fonction de président d'assemblée départementale. Je vois qu'ils sont nombreux au sein de cette commission spéciale chargée... mais si je ne les saluais pas, je serais impoli, monsieur le rapporteur. Voilà. C'est dommage, d'ailleurs. Voilà. Mais il n'est jamais trop tard. Bien. Merci de nous recevoir pour cette audition sur le premier texte concernant la réforme de la carte électorale, les scrutins, la date des élections et autres. Et je suis accompagné par Marie-Françoise Pérol-Dumont, présidente du Conseil général de Haute-Vienne, et de René-Paul Savary, président du Conseil général de la Marne, qui m'accompagne pour cette audition. D'abord, sur la modification de la carte régionale. Nous aurons d'ailleurs, je vous le dis, demain une assemblée générale ordinaire de l'ADF qui était prévue, où à l'ordre du jour, il y aura les deux textes. Donc on aura l'occasion d'en débattre et certainement d'essayer d'arrêter une position, ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais faire un exercice un peu complexe, mais d'essayer de vous livrer notre point de vue, où, je le dis d'emblée, il y aura certainement une partie d'un point de vue personnel également sur le sujet. D'abord, c'est une incompréhension, non pas sur l'idée de diminuer le nombre de régions, mais c'est d'essayer de comprendre quels sont les critères objectifs qui ont présidé à ce redécoupage des régions de France. Je le dis d'emblée et je crois que cette approche est assez largement partagée, car aujourd'hui se préoccuper d'une nouvelle organisation des régions de France, c'est dans un exercice effectivement de réorganisation territoriale de la République, mais c'est aussi avoir à l'esprit de la relation des collectivités à l'État et, quelque part, en arrière-plan, la conception que nous avons de l'Europe et notamment de sa construction politique pour aujourd'hui et pour demain. Je pense que tout cela est consubstantiel et si l'on veut parler quelque part d'une carte des régions d'Europe, puisqu'on sait que les régions étant vraisemblablement consacrées comme étant celle qui aura la compétence du développement économique et de l'emploi, ça renvoie là, incontestablement, aux relations avec les autres régions d'Europe, en ayant le souci de faire attention aux comparaisons, puisque d'un côté, difficile de comparer les régions de France aux Länder d'Allemagne, puisqu'on est sur un État fédéral en Allemagne, en Autriche et en Belgique, qui sont les trois seuls États qui ont le statut d'États fédéraux, et l'Espagne, dont on dit souvent à tort que c'est un État quelque part fédéral, ce qui n'est pas le cas, c'est un État à autonomie régionale. Il n'est pas du tout la même chose en matière de droit, et vous le savez bien, les uns et les autres. Donc, aujourd'hui, on est face à une carte dont on a du mal à comprendre les critères, je l'ai dit à l'instant, et je pense qu'on aurait pu faire différemment. Moi, je considère, et quelques membres de notre Assemblée assez nombreux, pour saluer les travaux de deux parlementaires de votre haute Assemblée qui avaient fait notamment produit un rapport de grande qualité. Je pense à Jean-Pierre Raffarin et à Yves Cratinger, qui ont fait un travail sur une nouvelle organisation territoriale des régions et qui est un travail en même temps universitaire, très scientifique, mais aussi très politique pour arriver, si ma mémoire est bonne, à 8 grandes régions qui, avec des grandes fonctions métropolitaines, d'aménagement du territoire qui combine bien les espaces ruraux avec les espaces urbains, avec de grandes fonctions dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la formation, sur le plan économique, même s'il y avait quelques difficultés à essayer de voir par rapport aux grandes capitales régionales comment on pouvait rechercher des complémentarités, et en sachant que c'est possible, où une capitale peut avoir une fonction administrative et politique et une autre, une fonction économique. Ça se voit dans d'autres régions, et je pense que c'est des choses qui peuvent très bien se gérer.
Donc on arrive à cette situation où le centre, le Limousin et Poitou-Charentes, je vois bien les noms qui sont derrière, mais trouver là quelque part une forme de cohérence, c'est quand même un peu compliqué. Bon. Et avec tout cela, d'autres questions qui sont posées dans quelques régions de France, et vous voyez à laquelle je pense, à la Bretagne. Hein, je vois M. Dantec qui est ici présent, je lis ce qu'il dit et ce qu'il écrit. Et là, il y a effectivement des débats extrêmement importants. Et sur la question identitaire, je me méfie un peu, parce qu'on sait ce que l'identité a apporté dans le passé, et je n'ai pas envie que les choses se reprennent ainsi. Qu'on ait un sentiment d'appartenance à un territoire, oui, hein, mais toutes les régions n'ont pas, quelque part, une identité, ou c'est un sentiment d'appartenance à un territoire qui, justement, a su accueillir, faire vivre l'altérité, valeurs républicaines, hein, mais c'est bien de cela dont il s'agit avec, à mon avis, le découpage des grandes régions. Sur les effectifs des conseils régionaux, nous sommes attentifs, si vous voulez, sur le sujet selon lequel, bon, les assemblées avec 150 membres, pas plus, mais de l'autre côté, il faut avoir un respect que les départements, hein, qui restent, parce que dans ces deux textes de loi, on a bien compris qu'il s'agissait de la suppression à terme du conseil départemental qui vient, puisque c'est toujours le conseil général, c'est après les élections qu'on aura le conseil départemental, c'était dans la loi, et l'espace géographique d'action de l'État qui demeure. Et les départements ne vont pas disparaître. Et je pense d'ailleurs que, quelles que soient les collectivités... Monsieur le Président, je me permets de vous dire que s'il n'y a plus d'assemblée, c'est plus une collectivité locale. C'est pas parce qu'on en garde une circonscription administrative de l'État que le département constitutionnellement demeure. D'accord. D'où l'idée de la réforme constitutionnelle. Forcément. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas supprimer l'Assemblée départementale sans supprimer le département collectivité territoriale. Très bien. Tout le monde est d'accord? Parfait. Enfin, certains, les juristes le sont, c'est déjà l'essentiel. Donc je poursuis, mais c'est ce que nous avions compris et c'est ce que nous avons eu de cesse à l'ADF de plaider au président de la République pour lui dire qu'on ne pourrait pas faire quelque part et aller au bout de la suppression des conseils généraux et départementaux demain sans passer par la Constitution. Et donc nous avons fini par entendu. Nous avions d'ailleurs travaillé avec Verpeau et Rousseau, et d'ailleurs les avis étaient concordants sur le sujet, et d'ailleurs on l'a vu dans la tribune, ça a été repris. Au même titre qu'il ne faut pas oublier non plus l'arrêté du Conseil constitutionnel sur la Corse, oui, avec le niveau substantiel de compétences qu'on va avoir dans le deuxième texte de loi, nous savons bien les uns et les autres, et qui nous préserve quelque part, momentanément, de l'avenir, nous le savons bien, là, les uns et les autres. Mais je reste sur le sujet. Là, en ce qui concerne le département, puisqu'on a vu qu'il y avait un minimum de représentants des départements, et je pense qu'il faut qu'on soit très soucieux, non pas dans une approche néo-ruraliste des espaces ruraux, mais la France, elle est très diverse, hein, et on sait quand même qu'aujourd'hui, il y a une ruralité qui est extrêmement vivante. Et quand je vois les travaux des géographes tels que Lebras et autres, qui montre qu'à la fin du siècle dernier, il y a un mouvement de décentralisation qui a tendance à aller vers ces espaces-là. Hein, et on voit une démographie qui est dynamique, y compris dans les départements ruraux. Donc attention à ne pas déséquilibrer la représentation, hein, d'autant plus que vous savez bien les uns les autres, il y a un fort sentiment d'abandon qui est exprimé dans ces territoires, et il n'est pas utile de rappeler la carte électorale de ces derniers mois par rapport à ces 10 territoires-là. Donc, moi, je crois que nous sommes là aussi... il ne faudrait pas demain qu'il y ait des régions de 150 et dans lesquelles le poids des conseillers régionaux de petits départements ne soit pas à la hauteur par rapport notamment au Mont-du-Bain, sans qu'on soit dans une opposition caricaturale entre la représentation des hommes et des espaces. Et je trouve qu'on peut trouver quelque part une représentation assez équitable, hein, des espaces et des territoires. Et là-dessus, nous serons extrêmement attentifs. J'observe que le texte ne parle pas, mon cher Christian Favier, des départements de la métropole parisienne. Et pour autant, l'ADF, nous portons là la défense de l'institution départementale, où qu'elle soit,
Hein. Et puis, sur les autres aspects, il y a un article qui dit que pour le prochain scrutin des conseillers départementaux et des conseillères départementales, le binôme, qu'en cas de... Bon, je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de difficulté. En cas de, voilà. C'est l'application de la correction apportée au texte, on n'avait pas eu le temps, compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel. En fait, c'est ça, c'est l'article... Qui permet en cas de décès... Voilà, parce que la loi avait dit... Mais ce que je voulais dire là-dessus, nous, il n'y a pas oui, de problème. c'est l'application de la décision du Conseil constitutionnel pour les prochaines... Non, mais j'en profite pour dire... Oui, ça ne pose pas de problème particulier. C'est-à-dire qu'on est d'accord avec le Conseil constitutionnel. Bon, on est forcément toujours d'accord parce que de toute façon, ça s'impose, hein, Monsieur le Président. Voilà. Même si on n'est pas d'accord, ça ne change rien. Voilà. Et puis, il y a effectivement, parce que les choses n'étaient pas dites jusqu'à présent, je parle devant des experts, vous le savez bien, à partir du moment où le Premier ministre a, dans un discours, parlé, après le discours du 8 avril, de l'accélération possible du calendrier, on savait bien à qui ça s'adressait. Et qu'il y a eu l'idée, à un moment donné, de faire disparaître le Conseil général beaucoup plus tôt que prévu. Et là aussi, on a plaidé que si demain on veut faire des transferts de compétences, parce que les présidents et les présidentes de départements, comme d'autres élus territoriaux, sont des gens très pratiques. Et que si demain on veut faire un déménagement de compétences à l'endroit d'autres collectivités, il faut bien que quelqu'un fasse le job. Et que momentanément, il y a encore besoin d'une assemblée départementale. Voilà. Je pourrais dire d'autres choses sur le texte qui viendra ensuite, mais ce sera l'objet d'une autre audition. Même si, il faut considérer qu'il y a un lien entre les deux, quand même. Et puis je terminerai, avant de donner la... Si vous avez des choses à dire sur le deuxième texte, Monsieur le Président, il ne faut pas vous priver. D'accord. Et justement, comme je vais terminer sur ce point, et puis mes deux collègues, je vais leur laisser un peu le temps de s'exprimer. À partir du moment où on a un découpage régional, tel qu'il est proposé, et d'ailleurs le rapport Cratinger-Raffarin le précisait, ça justifiait encore plus. Alors, je ne vais pas parler forcément du département dans un premier temps, mais d'un niveau intermédiaire entre les collectivités locales et les grandes régions demain. Et j'ai pu faire un travail avec l'ADF il y a de cela quelques années. J'ai été auditionné devant vous à plusieurs reprises, où je rappelle ces travaux, notamment à l'échelle de l'Europe, où dans les 6 grands pays les plus peuplés d'Europe, il y a partout 3 niveaux de collectivité territoriale. Ce n'est pas les fruits du hasard. C'est sûr qu'en Lituanie, on ne va pas mettre 3 niveaux, ça n'aurait pas de sens. Mais chez nous, c'est quand même le cas. Et dans l'architecture du projet, moi, je le comprends ainsi, c'est qu'entre les grandes régions et le niveau local, tout le monde sait qu'il y a besoin d'un niveau intermédiaire. Et que la question, elle est posée entre le département et les intercommunalités. C'est ça, la réalité. D'où l'idée de faire grossir les intercommunalités. Si demain on doit faire en sorte qu'une partie des compétences des départements aille vers d'autres niveaux, je crois qu'ils ne sont pas nombreux. C'est soit le conseil régional, soit l'État, soit les collectivités intercommunales. Et je vois bien les compétences des départements. Bonjour quand il va falloir transférer la PMI ou la protection de l'enfance, qui est la deuxième dépense des départements. Et une grande partie du bloc, notamment du social. Et parce que j'entends bien ce qui se dit, finalement, le Conseil général, par exemple, sur les 3 allocations individuelles de solidarité, ne sont que des guichets. Sauf qu'on oublie qu'à travers ces allocations, il y a toute une politique d'insertion sociale et professionnelle pour certains. Il y a un gros travail qui est fait sur les personnes âgées, qui n'est pas simplement que de verser des allocations, c'est d'être l'animateur de tout l'environnement qui conduit au bien vieillir dans notre pays, et pour le handicap, où nous sommes considérés des experts sur le sujet. Mais je m'arrêterai là pour l'instant, Monsieur le Président, pour laisser à Marie-Françoise et à René-Paul le soin de compléter mon propos ou d'exprimer un point de vue différent. Merci, Monsieur le Président. Madame Marie-Françoise Pérol-Dumont, donc vous avez la parole. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir pour cette audition. Mon propos va m'engager personnellement. Je crois qu'il va aussi engager largement le groupe majoritaire de l'ADF que j'ai l'honneur de présider. Je voudrais d'abord dire que nous sommes d'évidence favorables au mouvement. Nous ne sommes pas contre une évolution de notre architecture territoriale
dès lors qu'elle s'inscrit dans un approfondissement de la décentralisation. Nous observons que depuis les années 80, tous les textes relatifs aux collectivités territoriales sont tous allés vers un approfondissement de la décentralisation et de la démocratie locale. Premier présupposé. Nous ne sommes pas contre des évolutions institutionnelles dès lors qu'elles s'inscrivent dans l'intérêt des populations que nous représentons. C'est le deuxième a priori par rapport à, plutôt présupposé par rapport à cette réforme. Premier point, fusion des régions. Fusion des régions, pourquoi pas, des régions plus grandes, pourquoi pas, mais pourquoi oui? Si on va vers de plus grandes régions, il faut d'abord définir pourquoi, quels sont les objectifs, quelles sont les compétences, quels sont les moyens. Pour l'heure, les régions n'ont aucun levier fiscal. Elles sont sous tutelle de dotation d'État. Donc si on va vers de plus grandes régions, quels moyens va-t-on leur donner? Il me semble que c'est premier par rapport à la question des regroupements. Question des compétences, question des moyens. Donc premièrement, traiter les problèmes de fond. Ensuite, les problèmes de forme par rapport aux regroupements qui nous sont proposés. Je crois qu'on peut dire très clairement, tout en soutenant le gouvernement, et c'est mon cas par ailleurs, que nous sommes un peu surpris par la forme qui a procédé aux regroupements qui nous sont proposés. Il y a eu une première carte qui est parue dans la presse du dimanche et une autre carte le lundi annoncée par le président de la République. Je crois que lorsque l'on parle de regroupement de régions ou de fusion de régions, il faut tenir compte des réalités territoriales, il faut tenir compte du vécu, de l'histoire, du vécu culturel, il faut tenir compte des intérêts économiques. Élu d'un territoire pauvre, je pense que ce n'est pas en regroupant des territoires à difficulté. L'addition de deux pauvres n'a jamais fait un riche. Et donc, il ne s'agit pas d'ajouter des handicaps. Donc, je crois qu'il faut tenir compte des bassins de vie, des intérêts économiques. Je crois qu'il faut aussi qu'il y ait une adhésion locale. Il me semble difficile de proposer des regroupements de régions dès lors qu'il n'y a pas une adhésion. Elle ne sera jamais à 100%, mais nous voyons bien qu'il y a un élément majoritaire. Je peux vous citer un exemple. Région Limousin, dans laquelle je suis élu, département de la Haute-Vienne. À l'évidence, nous avons un tropisme avec la façade atlantique. Et si grande région il doit y avoir, il nous semble que nos habitudes culturelles, économiques, eh bien, plaident pour une grande région, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, et certainement pas pour une région avec le centre. J'observe d'ailleurs qu'on aurait un petit peu de difficulté à trouver quelle serait la capitale de cette grande région-là. S'il y a des grandes régions, il faut a fortiori, le président Le Breton vient de le dire avant moi, vous allez voir d'ailleurs que quelles que soient nos appartenances politiques, les présidents de conseils généraux ont une approche assez semblable par rapport à ça. S'il y a de grandes régions, il faut a fortiori un niveau intermédiaire entre ces grandes régions et le bloc communal et le bloc intercommunal. Alors on l'appellera comme on veut, on peut nous débaptiser, on peut changer les noms, mais il faudra bien qu'il y ait une collectivité de proximité qui assure la proximité et qui surtout assure la péréquation. Le seul endroit où se pratique la péréquation dans nos départements, c'est le Conseil général qui prend de la richesse dans les zones urbaines productrices de richesse et qui la redistribue sur des territoires qui en ont moins. Il faudra bien qu'il y ait ce niveau-là. Pardon? Merci, d'accord. Deuxième point, par rapport au premier transfert de compétences que vous allez être amené à observer. Moi, j'ai tout à fait confiance dans le Sénat et j'attends beaucoup de cette Assemblée en matière de transfert de compétences. J'espère que vous n'allez pas commencer le travail de détricotage qui signifierait la fin des politiques de proximité dont je viens de parler. Là aussi, les choses qui sont proposées ne me semblent pas très cohérentes. Proposer les transports scolaires aux régions, vous savez, dans un département un peu montagneux comme le mien, lorsqu'il y a de la neige, c'est très compliqué les transports scolaires. Donc les gens téléphonent et nous avons des antennes du département un peu partout. Les gens ont des personnes au bout du fil. Si elles téléphonent dans une grande région qui serait Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, elles auront une plateforme qui sera à Bordeaux. Elles écouteront les 4 saisons de Vivaldi. Et puis quand les 4 saisons seront terminées, on leur dira appuyez sur la touche 1, revenez à la touche étoile, etc. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne façon de procéder. Un dernier point rapide, même si ce n'est pas le premier texte, des communautés de communes à 20 000. Il y a des endroits où c'est souhaitable, il y a des départements où c'est souhaitable. L'évolution de la carte intercommunale était une nécessité. Il y a des endroits où ça n'est pas possible. Dans certains départements ruraux à faible densité de population, imaginer des communautés de communes à 20 000, cela me semble porteur de gros risques pour la démocratie et pour le vivre ensemble. Je voudrais dire aussi qu'à travers tout ça, il me semble que l'on était en train d'inverser la charge de la preuve. Jusqu'à présent,
le fait communautaire, les communautés de communes, elles sont le prolongement du fait communal et non pas l'inverse. Il ne faudrait pas inverser la donne. J'ai toute confiance en la sagesse sénatoriale pour intégrer ces choses-là. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Alors, Monsieur René-Paul Savary. Écoutez, moi, aujourd'hui, en tant que représentant des présidents de conseils généraux de droite et du centre, je ne peux qu'approuver les propos de ma collègue du groupe socialiste en étant beaucoup plus modéré par rapport aux critiques faites envers le gouvernement, parce que je ne voudrais pas que mes propos soient des propos d'opposition. Simplement, je crois qu'on peut partager. Nous sommes en accord pour être en mouvement. Preuve en est, c'est que nous avions proposé, nous, une organisation horizontale avec un conseiller territorial qui était en charge des actions de proximité des départements amortisseurs social et aménageurs du territoire, et qui se réunissait pour les compétences régionales stratégiques bien définies. Donc nous étions sur un positionnement précis qui n'a pas été accepté, qui a été combattu par la majorité actuelle, dont acte. Aujourd'hui, la proposition, c'est plutôt une organisation horizontale, c'est-à-dire des très grandes régions. Mais derrière, automatiquement, elle impose cette notion horizontale de très grande région d'avoir une structure de proximité. Donc je veux dénoncer au nom de mes collègues, me semble-t-il, et de façon largement unanime, l'incohérence du schéma proposé. Parce que s'il n'y a pas l'échelon de proximité intermédiaire, le schéma ne peut pas tenir, et cela a été exprimé à travers les propos de Madame Dumont. Alors, rappelez, par rapport à la carte territoriale, proposé pour la découpe régionale. Mais écoutez, je ne prendrai qu'un exemple, l'exemple Picardie-Champagne-Ardenne, ou les régions sud de la Haute-Marne, je ne vais pas citer la Marne, dont on a un représentant ici par exemple, le sénateur Guéné, se retrouvera pratiquement à quelques dizaines de kilomètres près, aussi près de la baie de Somme, Picardie, que de Marseille. Donc que vous proposiez un rattachement de la Haute-Marne à la baie de Somme ou bien à la région du Sud reviendra dans la territorialité au même phénomène. Donc il va aller voir, ou à Marseille ou à Amiens, comment on refera la traverse de sa commune, la traverse départementale, si on transfère une partie des compétences départementales, notamment les routes départementales ou les collèges qui bien sûr seront la priorité de cette grande région, comment ils seront réalisés. Donc on voit bien que là, il y a un problème de répartition des compétences qui là aussi n'est pas cohérent, je voulais le souligner. Rappelez également que se posera, et ça n'a échappé à personne, le problème des départements chefs-lieux de région. Il y en avait 22 aujourd'hui qui avaient une préfecture de région, un hôtel du département et un hôtel de région. Il n'y en aura plus que 14 demain. Donc il y en a 8 qui vont perdre énormément par rapport à cette réforme et qui sont souvent les plus petits et qui va mettre en danger toute l'économie locale de villes. Je citerai, en ce qui me concerne, Châlons-en-Champagne, qui, perdant toute la caractéristique administrative, va se dépeupler complètement. Donc c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte, parce que s'il n'y a pas des mouvements de personnel, derrière, ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt à faire une organisation territoriale. Maintenant, je voudrais souligner simplement, en complément, le rôle d'expertise et de mutualisation des départements. Nous ne sommes pas des simples guichets de distribution d'aide sociale. Je prendrai des exemples. Il y a des départements qui ont un taux de couverture pour la petite enfance bien supérieur à la moyenne nationale parce qu'ils ont mené une véritable politique dans ce domaine-là. D'autres ont d'autres spécificités. Donc cette mutualisation et cette capacité d'exercice acquise avec 20 ou 30 ans de décentralisation, n'est pas au jour d'aujourd'hui transférable. Pourquoi? Parce que les intercommunalités n'y sont pas prêtes. Et des intercommunalités à 20 000. Chez moi, ça va se traduire dans les zones à 7 habitants au kilomètre carré, sachant que la moyenne de ce département est de 52 habitants au kilomètre carré, par une interco qui va couvrir 25% de mon territoire. Donc dans cette réforme intercommunale, il va y avoir 5-6 intercommunalités
qui prendront des compétences qui deviendront 5-6 petits départements sans la taille critique pour exercer les responsabilités. Donc transformer un département mutualisateur avec une capacité d'exercice en 5-6 petits départements sans taille critique n'est pas d'une redoutable évidence quant au concept pour améliorer le service rendu à notre population et trouver des économies. Voilà ce que je voulais dire. Les intercommunalités ont en plus très rarement la compétence sociale. Et que c'est bien de social qu'il s'agit, qu'il faudra transférer, et même les agglomérations n'ont pas la compétence sociale. Donc il faudra déjà acquérir cette compétence, entrer dans la culture, et puis ensuite transférer un savoir-faire. Donc il y a un certain nombre de difficultés qu'il faut appréhender, pour voir comment on peut éventuellement les traiter. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le rapporteur, vous avez la parole d'abord, sauf si vous n'avez pas de questions. Pas particulièrement, Monsieur le Président, mais j'ai écouté avec attention ce qui vient d'être dit. Et on a eu une illustration et défense du rôle du département. J'ai bien entendu, mais ce n'est pas l'objet de la loi à laquelle on est confronté, puisque cet objet a d'abord pour nécessité de créer de nouvelles régions. Et il ne concerne directement le département, peut-être que si des départements veulent prendre une option de changer de région. La loi, on en est là. Hein. Alors je comprends que la loi sur les compétences va beaucoup plus concerner effectivement la répartition entre les compétences régionales et départementales, puisqu'on aura à se prononcer sur des compétences régionales. Hein. C'est là où on retrouvera effectivement des préoccupations. Voilà tout ce que je peux dire. Je ne vois pas dans ce que nous allons débattre à propos de la première loi, en quoi nous mettons en cause, j'allais dire, les bienfaits, l'utilité et les responsabilités du département tel que vous l'avez présenté. Hein. Bien le lire. Moi, j'ai parlé que du projet de texte. Oui, non, mais c'est parce que j'entends, moi, quand tu me parles de l'aide sociale au niveau des intercommunalités, moi, je suis dans la seconde loi. Ouais. On est bien d'accord. C'est pas dans la première qu'on portera. C'est vrai, c'est la raison pour laquelle les deux vont intervenir. Hein. C'est bien. D'ailleurs, le président Le Breton a cité a cité quand même le rapport Cratinger-Raffarin ou Raffarin-Cratinger, qui disait bien oui à des grandes régions. Ils allaient même plus loin que le gouvernement, hein, puisque ça peut être 8, 10 régions, mais à condition qu'on garde un échelon de proximité qui, pour les auteurs unanimes de la commission, était le département. Bon, c'est quand même... bon. Monsieur le Président, au stade où nous en sommes, on peut toujours aller vers 8 ou 10 grandes régions. Moi, je suis d'accord. Puis après, oui, oui, bien sûr. Ça peut d'ailleurs peut-être, si on fait 8 ou 10 grandes régions, ça va pouvoir certainement faciliter l'élaboration de la carte. Bon. Alors, j'ai des inscrits. J'ai M. Doligé et M. Retailleau, le président Mézard, M. Lecam, M. Longuet, M. Bas, M. Huré. Il ne voyait pas, tu levais le bras dans ta figure. Bon. Ah oui, c'est vrai. Je vous rappelle que nous avons jusqu'à 17 heures. Hein. Je vous incite quand même à essayer de poser des questions à nos invités, ce qui ne vous empêche pas de donner votre avis, j'en suis convaincu. De toute façon, je ne peux pas vous empêcher. Bon, alors, Monsieur Doligé. Oui, Monsieur le Président, je ne donnerai pas mon avis, simplement les choses à l'envers et qu'il y a une grande hypocrisie dans la manière dont on traite les textes, hein, puisqu'on traite d'abord du découpage avant de traiter des compétences. Mais bon, c'est la seule réflexion que je ferai. Simplement, je voulais poser des questions au président de l'ADF. Nous avons, la semaine prochaine, on nous propose de voter une carte à 14 régions. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on la vote en l'état et que c'est une bonne carte, intelligente et qui respecte les territoires? Donc, vous pensez qu'il faut qu'on la vote, oui ou non?
Est-ce que vous pensez qu'en 8 jours, on est en capacité de redéfinir une autre carte? Donc, est-ce que le délai qu'on nous donne de 8 jours, à partir d'aujourd'hui, pour redessiner une autre carte à 8, 10, 12, 14 régions ou 15, mais est une bonne chose? Et troisièmement, est-ce que vous pensez qu'éventuellement, la carte des régions pourrait être modifiée en sortant des départements de certaines régions, donc en ne se limitant plus à l'espace purement régional, donc en modifiant l'article 1, et dans lequel il est dit qu'on ne peut respecter que les limites régionales, et éventuellement, est-ce qu'on peut respecter les limites départementales? Simplement, le dernier point, est-ce que vous pensez, alors c'est plus dans le deuxième texte, mais que l'Interco pourrait se substituer aux départements tels que enfin dans les compétences départementales, pour certaines, telles que l'on définit aujourd'hui l'Interco, c'est-à-dire que ça voudrait dire que l'on reconnaît à ce moment-là la suppression des départements. Donc, êtes-vous pour la suppression des départements? Bruno Retailleau. Ce sont des questions qui s'adressent aussi à Claudie Le Breton. Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec le rapporteur. Le texte que nous allons avoir est la partie d'un tout. On verra d'ailleurs bien si le Conseil constitutionnel considère que les textes sont liés ou pas, ça sera intéressant. Mais on doit avoir une vision d'ensemble, c'est évident. Le pouvoir voudrait qu'on saucissonne les choses, bien, mais on souhaite, nous les parlementaires, les sénateurs, avoir une vision globale. Ma première question, Monsieur le Président de l'ADF, vous vous êtes engagé, puisque c'est au nom de soi-disant gaspillage, d'efficacité, d'économie, vous êtes engagé à réactualiser une étude d'impact en matière d'économie sur la disparition des départements. Où est-ce qu'en est cette réactualisation, puisqu'une étude avait été faite en 2009? Voilà. Alors à l'époque, effectivement, c'était un autre gouvernement, mais qu'est-ce qu'il en est de cette étude d'abord? Et puis, deuxième question, je ne comprends pas l'idée de la dilution du département en confiant, en transférant des compétences aux intercommunalités. Finalement, ce sera un émiettement de la compétence sociale. Ça ira finalement à l'opposé d'une mutualisation qu'on voudrait par ailleurs nous imposer avec des grandes régions. Donc il y a une contradiction, je trouve, parfaite avec une parcellisation, un émiettement des politiques sociales à l'intérieur même de nos territoires, bon, qui, me semble-t-il, cadre mal avec les principes que proclame le texte. Ma question, elle est aussi celle qu'a posée Éric Doligé, parce que vous avez été extrêmement subtil dans votre façon d'aborder les choses. Je pose la question au président de l'ADF, est-ce que la disparition des départements vous va bien ou pas? Est-ce que les compétences massives, c'est-à-dire la dévitalisation avant leur disparition, vous va bien? Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aurais une première question à Monsieur le Président de l'ADF. Quelle est sa position par rapport à la possibilité pour les conseils généraux de donner un avis sur le rattachement de leur département à une autre région que celle qui est prévue? S'il y a des amendements en ce sens, est-ce que ça correspond à votre position? Deuxièmement, en rebondissant sur les propos du rapporteur, je considère avec toute l'amitié et le respect que j'ai pour lui que nous dire que les deux textes n'ont rien à voir, c'est quand même une imposture. Je le dis très clairement parce que c'est ce que je pense. Bon. D'ailleurs, on se demande pourquoi. Et d'ailleurs, c'est une deuxième question à Monsieur le Président de l'ADF. Êtes-vous favorable au report des élections départementales? Parce que si les deux textes sont totalement indépendants, c'est une bonne question de savoir s'il est justifié de perdre du temps et de faire voter nos concitoyens en plein hiver dans nos départements où les routes sont difficiles. Bon. Et puis très simplement, Monsieur le Président de l'ADF, j'ai pas bien compris quelle était votre position personnelle sur la suppression des conseils généraux et, dans un premier temps, sur la dévitalisation de ces conseils généraux. Et je souhaiterais simplement une réponse claire. Êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Merci, Monsieur Mézard. Monsieur Lecam. Monsieur le Président,
Il est évident, comme le rappelait Bruno Retailleau à l'instant, que les deux textes font un tout. Ont-ils pour objectif d'aller à moyen terme vers un État fédéral et comme second objectif ou le transfert de la dette de l'État vers les collectivités locales? Moi, si je partage l'opinion du président de l'ADF concernant son opposition au vidage du contenu des départements, je constate que dans l'ensemble des deux textes, on va donner beaucoup plus de pouvoir aux régions, beaucoup plus de pouvoir aux communautés de communes. Là-dessus, d'ailleurs, je partage l'avis de Madame Pérol-Dumont qui a bien montré que les communautés de communes sont en train de prendre le pas sur les communes. Essayez de convaincre vos collègues de cette prise de conscience. Si on tient compte de l'affaiblissement qui est prévu des compétences des communes, moi je voudrais savoir si vous partagez ma vision des choses qui consiste à avoir demain une vision verticale de la politique de l'État qui est contraire à l'esprit de décentralisation des années 80. Cette vision verticale du haut vers le bas qui va s'appliquer, à mon avis, est une vision particulièrement antidémocratique de la conception de la politique et ce n'est pas sans doute cela qui va rapprocher le citoyen du politique demain. Là, c'est le fond de la question. Merci. Merci. Monsieur Gérard Longuet. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question évidemment s'adresse à Claudie Le Breton. L'élu local a une particularité, c'est qu'il représente des habitants sur un territoire. Et je voulais connaître la position du président de l'ADF sur la représentativité des élus départementaux et régionaux et quelle marge de manœuvre accepterait-il et considère-t-il que les positions du Conseil constitutionnel sont totalement pertinentes pour restituer la vie locale au regard de l'obligation d'une représentativité moyenne qui ne permet pas de restituer la singularité des territoires. Vous avez évoqué dans votre souhait préliminaire des assemblées à 150 représentants. C'est dans le texte, hein ? C'est dans le texte et vous acceptez ce principe. Le croyez-vous compatible avec la représentation des territoires effective ? Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais poser une question qui est une sorte d'encouragement à l'ADF et à son président à entrer en résistance, en précisant leur pensée. Même si je comprends que Monsieur Le Breton était tenu aujourd'hui à une sorte de devoir de réserve, mais au fond, il pourra nous faire une réponse personnelle, puisqu'il a ses convictions sur le sujet, et nous serons heureux de l'entendre. Moi, je crois que cette réforme, dans son double aspect, est une vraie rupture. Jusqu'à présent, toutes les lois successives étaient inspirées en matière de liberté locale par la décentralisation, c'est-à-dire le transfert de compétences de l'État aux collectivités territoriales, et par la recherche d'une mutualisation avec le développement de l'intercommunalité. Ça allait dans ce sens. Je ne connais pas de loi qui, depuis 1982, ne soit pas allée dans ce sens. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Monsieur le Président, qu'on est en train de faire exactement le contraire, c'est-à-dire, d'une part, la recentralisation des compétences de proximité exercées par les départements, en faveur, cette fois, non pas de l'État, mais des régions, mais pas des régions actuelles, en faveur d'hyper-régions. Recentralisation d'un côté, et puis peut-être démutualisation de l'autre, parce que le département, c'est quand même le lieu de la mutualisation, le lieu aussi de la garantie de l'égalité des droits. Et quand on prétend démembrer les départements en faveur des intercommunalités, eh bien on n'assure plus la mutualisation, on multiplie les dépenses pour l'exercice d'une même compétence au niveau intercommunal, et puis on n'assure plus l'égalité des droits. Est-ce que vous partagez ce point de vue, et si oui, qu'attendez-vous, peut-être vous attendez demain, pour entrer en résistance? Merci. Alors, Benoît Huré. Oui, beaucoup de points ont été exprimés, et il y en a un autre, moi, qui me préoccupe. C'est la façon dont on engage ce débat. La précipitation. L'urgence n'est pas là. Et écoutons un peu nos concitoyens. Et après, on s'étonnera de leur désintérêt pour la chose publique. Et en plus, la façon dont on l'aborde. Quand même, monsieur le rapporteur, il serait plus honnête et plus responsable de commencer à parler des compétences et de le faire de manière apaisée, des complémentarités entre les collectivités, que d'agiter un chiffon rouge entre élus sur la périphérie de telle ou telle région. Et en plus, autre question de fond,
Et c'est pour ça que le débat sur les compétences est important. Quelle mission confie-t-on aux régions? Quelles compétences, quels moyens? Et quel poids des régions à côté de l'État et la capacité qu'aura la France, qui n'est pas un État fédéral, de parler d'une seule voix demain à Bruxelles ou dans les autres instances internationales? Aura-t-elle avec elle l'autorité française, le président de la République, son gouvernement, des responsables de régions qui seront un peu des fédérateurs, des coordonnateurs, ou des barons, avec leurs spécificités et leur diversité? Cette question est importante au moment où l'Europe doit se doter de politiques plus fortes, plus intégrées, pour que ce continent européen continue d'exister dans le concert de la mondialisation, là où les pouvoirs et les développements sont en train de se prendre. Et quand on est parlementaire, on doit avoir cette vision-là avant de se disputer sur telle ou telle périphérie. Alors, quand vous êtes dans un département à l'est, vous êtes plus attiré vers une nouvelle région. À l'ouest, vous êtes... Mais c'est du délire, ça. C'est accessoire par rapport au fond. Nous avons ce devoir de parlementaire d'exiger un travail sérieux et ne pas continuer à travailler de cette façon-là, car le Parlement va être une nouvelle fois discrédité. Merci Benoît Huré. Alors, Monsieur Le Dantec. Oui, quand on lit la loi, la loi de Marie-Lise Lebranchu, le département n'a pas disparu, loin s'en faut. Oui. Enfin, bon. Originellement, il y en avait un, c'est pour ça que je ne corrige pas. C'est bien Ardentec en breton, donc ça colle parfaitement. Donc je ne m'étais pas trompé. Donc l'article avait bien disparu. Merci. Donc quand on lit la loi, finalement, pour l'instant, le département est loin d'avoir disparu. Il a toujours la totalité de l'action sociale. La loi précise bien que c'est lui qui doit assurer la garantie d'accès aux services publics. Enfin, c'est ce que j'ai lu dans la loi. Et si effectivement la loi dit qu'il faudrait engager un débat serein pour sa disparition à échéance de 2020, ça n'est pas dans la loi. C'est-à-dire le temps du débat serein sur la disparition du département est dans un temps semi-incertain. Donc, la question que je me pose aujourd'hui, puisque nous avons un débat sur le renforcement de la région comme collectivité de planification et de développement économique. C'est ça le cœur de la réforme. Et donc, il ne faut peut-être pas crier quand on n'a pas obligatoirement aussi mal que ça. Donc moi, ma question un peu paradoxale serait de dire, est-ce que cette réforme ne permet pas au final au département de trouver une nouvelle légitimité, puisqu'il y a bien cette idée qu'entre les petites intercos et de très grandes régions, il y a peut-être un espace qui reste à accaparer, à investir. Et notamment, est-ce que la réflexion ne doit pas aussi être menée sur des départements qui correspondraient à des territoires vécus, qui ne sont pas obligatoirement la circonscription administrative de 1789, et que finalement, plutôt que d'être dans une vision défensive que j'entends beaucoup ici, pas obligatoirement de la part des représentants de l'ADF, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle réflexion à mener sur ce département peut-être plus grand ou peut-être plus petit, ça dépend des territoires, qui correspondrait à la réalité d'un certain nombre de territoires vécus et qui serait l'échelon nécessaire, garantissant le service public, gardant l'action sociale entre des grandes régions dédiées au développement économique et des intercommunalités. Parce que cette loi n'est pas une loi sur la disparition du département, cette loi est une loi sur le fait d'éclaircir les compétences des uns et des autres. Et donc, je voudrais vous entendre là-dessus. Merci, Monsieur Dantec. Dernier orateur inscrit, Philippe Adnot. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Breton de répondre. Bien, on a tous dit que la nécessité d'une vision globale s'impose à nous. Le rapporteur, pour autant, a lui repris le texte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à traiter d'un texte qui fait des partages. Pour autant, on peut revenir aux fondamentaux. Tout ceci nous est présenté parce qu'on prétend qu'il faut réformer la France pour faire des économies. Et donc, ma première observation est celle-ci. Qu'en est-il des économies potentielles? Allons-nous avoir une analyse de la Cour des comptes? Quelle contribution l'ADF va-t-elle faire pour montrer
qu'en place d'économie, il va y avoir des surcoûts colossaux, parce que la vérité, c'est celle-là. Il n'y aura pas d'économie. Et il y aura, au contraire, une multiplication de la dépense publique, et on peut prendre tous les exemples qu'on veut pour le déterminer. Si quelqu'un ici est capable de nous dire comment on va faire des économies, moi je le mets au défi de l'argumenter concrètement. Et je pourrais personnellement argumenter dans l'autre sens, en montrant tout ce qui va provoquer une explosion de la dépense. Alors, il paraît qu'il faut supprimer des strates. Eh bien, nous sommes dans une région Champagne-Ardenne où en ce moment, la région impose, pour distribuer les fonds du FEDER, que les communautés de communes créent une nouvelle strate. Non, non, ce n'est pas le pays. Le pays n'est pas habilité. Les PETR. Et donc, on est aujourd'hui avec une... Que veut dire PEDR? Eh bien, il va vous le dire. Les pôles d'équilibre territoriaux. L'excellence, d'ailleurs. Ce qui est d'abord, Monsieur le Président, et j'en profite pour le dire ici, et pour qu'à un moment donné, quelqu'un puisse nous donner des réponses, ce qui est totalement illégal par rapport à la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution interdit à une collectivité, pour distribuer ses subventions, et les subventions de l'Europe encore plus, de conditionner l'octroi de ces aides à des nouvelles obligations qui ne sont pas légales. Aujourd'hui, dans la région Champagne-Ardenne, le président de région dit aux collectivités, si vous voulez avoir les fonds de l'Europe, vous devrez créer une structure supplémentaire. Cette structure supplémentaire ne pourra pas être l'addition de communautés de communes, elle devra regrouper beaucoup plus large et il devra y avoir nécessairement embauche de fonctionnaires supplémentaires. Donc j'attire votre attention sur le délire qu'on est en train de constater. Au moment où on nous dit qu'il faut diminuer le nombre de strates, nous avons des gens qui imposent la constitution de nouvelles strates et des nouvelles dépenses de fonctionnement. J'attire votre attention là-dessus parce que c'est quand même, me semble-t-il, relativement grave et anticonstitutionnel. Donc je pose la question, qu'allons-nous faire collectivement pour empêcher cette action qui est totalement illégitime? La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut s'élever vigoureusement contre l'idée absurde que demain, des intercommunalités, qu'elles soient de 20 000, de 30 000 ou de 40 000 habitants, pourraient remplacer l'action de département. Je vais prendre un exemple. En ce moment, qui s'occupe de la montée en débit? Ce sont les départements. Demain, qui va s'occuper de la montée en débit? Est-ce que la fédération des intercommunalités va être capable de dégager les 40, 50, 60 millions d'euros par département que nous sommes en train d'investir pour arriver à réaliser la montée en débit avec des plans sur plusieurs années que l'État nous impose? C'est l'État qui nous l'impose. En même temps, il veut nous supprimer. Et qui va s'en occuper? Et les régions ne financent pas. Les régions disent « Ah, si on veut faire la montée en débit, on va utiliser l'argent de l'Europe, mais on n'y met pas notre propre argent, on n'en a pas. » Et donc, cette illustration montre bien que l'élément déterminant de l'équilibre des territoires, c'est la présence, à côté des régions, de départements, mais ce n'est pas l'objet de notre texte aujourd'hui. L'objet de notre texte aujourd'hui, c'est de décrypter les anomalies dans ce qui nous est proposé. Je vais essayer d'en décrypter une. Alors qu'on dit qu'il faut agrandir les régions, on maintient la région Nord-Pas-de-Calais à 2 départements. Alors même qu'il va y avoir une métropole qui va se constituer à Lille. Alors, racontez-moi, est-ce que quelqu'un dans cette Assemblée peut me dire le rôle qui va continuer à être dévolu à la région Nord-Pas-de-Calais quand Lille aura repris les compétences des départements en matière sociale, repris les compétences de la région en matière économique, dans une région à 2 départements, quel sera le rôle du Conseil régional? Et donc, je dis très clairement,
le découpage qui nous a été proposé, alors même que moi, je peux comprendre qu'on veuille agrandir les régions, très clairement, il faut le dire, la région Nord-Pas-de-Calais à 2 départements est une anomalie criante. Et ils doivent au contraire avoir la Picardie, et à ce moment-là, la région continuera d'exister avec un rôle malgré la présence d'une métropole lilloise qui aura absorbé toutes les autres compétences. Quelle est votre question, Monsieur Adno? Vous avez bien compris, Monsieur le Président, que ma première question c'est est-ce qu'on va procéder à une analyse des coûts de ce texte, de manière à faire la litière de tous ces pseudo-spécialistes qui interviennent à longueur de journée dans les médias pour dire qu'on va faire 17 milliards, 30 milliards d'économies, etc., etc. Nous savons tous que c'est faux. Et en plus, on nous annonce que s'agissant des pompiers, on va éventuellement les renationaliser. Ah oui, mais ce n'est pas indépendant. Monsieur, j'imagine que, par exemple, si demain les pompiers sont régionalisés, je peux vous garantir qu'il faudra des généraux pour commander les colonels dans les départements. Et que là, en termes d'économie, vous allez faire la totale. Donc, je comprends, Monsieur le Président, que vous me demandez de m'arrêter, mais j'aurais aimé que le président de l'ADF soit plus combatif. Il est censé nous défendre. Il est censé montrer que ce texte est une atteinte à nos territoires. Demain, les territoires ruraux, avec ce texte, n'ont plus de défenseurs, n'ont plus d'aménageurs. On va dire aux départements qu'ils n'ont plus le droit de faire d'aménagement rural. C'est quand même une originalité particulièrement intéressante. Et donc, il faut le dire très clairement, ce texte est un mensonge sur les économies qu'on va faire, un mensonge sur la capacité des territoires à continuer à exister, et donc il nous faut le combattre vigoureusement. Oui. Oui, très brièvement, c'est pour dire que, comme j'ai eu l'avantage dans ma vie passée d'être à la commission des lois en 1981, quand a eu lieu le débat sur la décentralisation, j'entends 33 ans plus tard les mêmes arguments prononcés par des collègues différents sur la décentralisation, ce qui me rassure sur le débat, et je pense que nous pourrons avancer. Voilà, l'histoire, elle ne bégaye pas, elle se répète, Monsieur le Président. De ce commentaire. Alors, le président Le Breton, après toutes ces questions, ces professions de foi, enfin, il y a tout, hein, dans les propos de nos collègues. Mais on vous a interpellé personnellement sur un certain nombre de sujets en disant que pensez-vous, puisque vous ne savez pas encore ce que pense votre Assemblée, puis ça sera demain, si j'ai bien compris. Donc, vous pouvez vous exprimer. Comment? Une petite idée. Monsieur le Président, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est Philippe Bas qui m'a invité à entrer en résistance. Faut-il prendre le maquis? Bien. Et puis, je parle... Et il y a un public ici nombreux, de toute sensibilité politique. Et aujourd'hui, dans ma famille, je n'ai pas que des louanges ou des soutiens. Loin de là. Parce que je suis un homme libre et je considère que sur des sujets aussi importants que l'organisation territoriale de la République, qui peut bouleverser des années et des années d'organisation, parce que tout cela, ça vient de loin, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas changer les choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas réformer nos organisations et de regarder comment on peut répondre à la question qui n'a pas été évoquée de la démocratie locale, de l'exercice des responsabilités, de l'esprit originel des lois de 80 qui sont proprement restées intemporelles. Nous savons bien les uns et les autres. Et je mesure aussi le fait que cette loi et ces réformes se font dans les pires des conditions, sur le plan économique et social.
Je pense que si les lois de décentralisation avaient été votées comme en 82 dans les 100 premiers jours, c'eût été plus facile. Car à partir du moment où on a pris quelques retards, les groupes de pression se sont mis en marche et il a été extrêmement difficile de trouver quelque part le bon compromis, même si il y a eu quelque part des avancées. Alors j'en viens aux questions précises qui ont été posées par Jacques Mézard et quelques autres sur la carte, parce que nous avons parlé à plusieurs voix. Monsieur le rapporteur, vous avez pu observer que j'étais resté sur la carte des régions, puisque c'était l'objectif, même si je considère, comme beaucoup de membres de cette haute assemblée, qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un lien avec le deuxième texte, car réorganisation des régions, compétences qui viendront après, moyens financiers, c'est intimement lié, et même moi je suis allé plus loin jusqu'à parler de l'Europe et de la conception que nous avons de l'Europe par rapport à l'organisation territoriale de la République et à la réforme de l'État qui, dans la tribune du président de la République, il n'y a que 2 lignes sur le sujet. Alors qu'à mon avis, c'est la question essentielle. Car on le voit bien à travers les sondages qui sont réalisés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est observé? C'est qu'il y a une véritable confiance de nos concitoyens dans les services publics territoriaux. Moins du côté de l'État. Et je veux dire, il n'y a pas photo, 84% pour les uns, quand c'est plus qu'à 52% pour les administrations d'État. Ça veut dire que nous avons apporté la preuve depuis plus de 30 ans à la tête de nos collectivités territoriales de notre efficience. Même si quelquefois on nous fait des procès d'intention qui ne sont pas justes. Et nous savons bien les uns et les autres. Alors sur la carte de la région, des régions de France, j'ai donné mon point de vue. J'ai trouvé que les conclusions du rapport Cratinger et Raffarin étaient plutôt excellents sur le sujet. Maintenant, c'est vous les parlementaires, c'est pas moi. L'ADF, lorsqu'elle propose, elle ne peut pas proposer normalement. Elle cherche toujours si les parlementaires sont d'accord avec des propositions que nous sommes amenés à faire et de dire ils les font leurs. C'est comme ça que les choses fonctionnent normalement. Et sur cette carte-là, je sais qu'il y a plusieurs responsables de département qui voudraient d'ailleurs qu'on puisse ouvrir quelque part la carte à quelques améliorations, surtout dans des départements qui sont à la limite de région. Je pense aux Charentes, par exemple, qui sont intéressés plutôt d'aller vers la Gironde. Je pense que là aussi, et quand on connaît ces territoires-là, ça me paraît tout à fait pertinent. Il y a Yves Rome, votre collègue président du Conseil général de l'Oise, qui dit « Est-ce que la place de l'Oise est toujours dans la Picardie, alors qu'on sait que l'Oise est dans l'orbite de la région parisienne ?» Et on pourrait délimiter. Et je pourrais même parler, M. Dantec, de la Loire-Atlantique. Ah. Voilà, qui en Bretagne pose un certain nombre de questions pour d'autres raisons que l'on peut observer ailleurs. Et là aussi, il manque dans la loi le fait qu'on ne demande pas l'avis des collectivités territoriales qui sont dans les régions et notamment les départements, ou voire d'autres collectivités, ce qui me serait assez pertinent. Bon, on le fait assez fréquemment sur d'autres sujets. Donc moi, personnellement, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un découpage un peu plus précis et qui permettrait peut-être sur certaines cartes de revoir l'économie générale du projet en pouvant rebattre les cartes pour un certain nombre de départements, puisque c'est cette question-là qui était posée tout à l'heure. Le deuxième point concernant les aspects, Jacques Mézard dit « Êtes-vous d'accord avec le report des élections départementales ?» On a cru à un moment donné qu'il n'y allait pas y en avoir, puisque l'idée était de supprimer le département au 1er janvier 2016. Donc on est heureux de constater qu'aujourd'hui, il y a de nouveau des élections départementales qui sont annoncées en décembre 2015, avec les élections régionales. Nous, je pense que nous sommes favorables à ce qu'il y ait des élections départementales pour qu'il y ait notamment un département. Par contre, nous sommes hostiles et plus que réservés sur des transferts de compétences des départements vers d'autres collectivités territoriales. On s'interroge. Non, mais la question, il l'a posée. Je veux dire, je vais lui répondre.
Parce qu'après, je le connais un petit peu, il dira le président n'a pas répondu à la question de présidence qu'il a répondu. Donc je le dis. Donc je préfère le répondre. Nous ne sommes pas hostiles et c'est bien qu'il y ait des élections départementales. Viendra le temps de la question des collèges, des transports, etc. Et on trouve que nous, les collèges, sont plus des établissements publics de proximité, très proches des écoles élémentaires et maternelles, et que le lycée est plutôt déjà dans l'enseignement supérieur, et que c'était une bonne découpure. Non, mais Monsieur Sido, on n'a pas débattu, donc on m'a autorisé tout à l'heure à donner mon point de vue, donc je le donne. Et je suis invité, voilà, à le faire. Hein, et j'ai toujours relativisé les choses. Ce qui veut dire qu'à la question de dévitalisation des départements, je ne suis pas d'accord. Hein, et là-dessus, il n'y a pas d'état d'âme. Et d'ailleurs, Marie-Françoise Perrol-Dumont l'a rappelé tout à l'heure. Sur les aspects financiers, j'ai déjà dit, et je pense que j'ai été le premier, publiquement, à demander au président de la République et au Premier ministre de demander à Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes, de faire une étude très précise si en supprimant des niveaux, on fera des économies de dépenses. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une grande crédibilité et confiance dans la Cour des comptes. On n'a pas toujours été d'accord sur tout, mais quand même sur l'extrêmement majorité. Quand j'ai rencontré le président de la République, il a trouvé que l'idée était plutôt pertinente. J'ai même eu une ministre qui m'a dit que oui, ils allaient donner droit à cette demande. Pour l'instant, rien. C'est pour cela qu'à Bruno Retailleau, mais je crois qu'il n'est plus là, mais vous lui redirez tout à l'heure, que sur les études qui ont été faites par l'ADF en 2009, si ma mémoire est bonne, nous avons demandé au cabinet qui l'avait fait de réactualiser avec le concours d'un autre, notamment de savoir si, effectivement, ça faisait des économies. Mais je pense que la meilleure initiative est de solliciter la Cour des comptes et que la Cour des comptes fasse ce travail-là. Et comme ça, parce que ça permettra de faire taire un certain nombre de médias qui, d'ailleurs, ne travaillent pas à fond ce sujet extrêmement compliqué et qui, comme ça, je veux dire, écrivent et disent des choses qui sont totalement fausses en restant sur la superficialité des questions importantes auxquelles nous sommes confrontés. Et c'est quelquefois parfaitement insupportable. Le troisième élément, il y a une question qui a été posée sur les intercommunalités, sur le niveau intermédiaire. La France est le seul pays d'Europe qui n'a pas voulu faire la fusion de ces communes. Alors qu'avant d'être à 28, la France était le pays qui avait 50% des collectivités territoriales européennes. Je crois qu'il y en a 101 000, 100 et quelques aujourd'hui. Et nous en avons plus de 36 000. Donc encore 40%. Et quand on a inventé l'intercommunalité, si ma mémoire est bonne, c'était bien la réponse à l'émiettement des collectivités locales. Et de dire que quelque part, en créant non pas une collectivité de plein exercice, mais un établissement public de coopération intercommunale. Même si dans la loi MAPAM, il y a une nouvelle collectivité qui a été créée, c'est la seule, c'est notamment la métropole de Lyon. Hein, et d'ailleurs, vous verrez que dans les questions sur la décentralisation, il y a des parlementaires qui vont reposer la question de création de nouvelles collectivités. Bien sûr. Regardez à l'ouest. Hein. Donc, cette question-là pourra revenir. Et moi, là-dessus, qu'il y ait un découpage de notre territoire comme ça, au gré de la volonté des uns et des autres, je suis un peu choqué, parce qu'on est quand même, aujourd'hui, dans la République. Donc, je préférerais que les choses soient transparentes, mises dans la loi, discutées au préalable par le Parlement, plutôt que d'avoir un découpage comme ça, en fonction des territoires. Bien que, je l'ai rappelé, et je crois que c'est un propos qui est partagé par certains, je suis là assez acquis l'idée du principe de subsidiarité. Monsieur l'ancien président du Comité des régions d'Europe, c'est une directive et notamment un avis qui a été voté sous votre autorité et qui a été reprise par de nombreux pays d'Europe. Et je suis désormais favorable au principe de spécificité. Doit-on apporter la même organisation territoriale de la République en fonction du territoire dans lequel on se trouve? Est-ce qu'on peut faire des différences entre l'agglomération parisienne, Rhône-Alpes ou d'autres territoires qui ne sont pas historiquement, démographiquement, économiquement, socialement, pas tout à fait identiques? Et là-dessus, il peut y avoir, à mon avis, ça ne me choque pas, des avis complètement différents. Et j'en viens sur l'intercommunalité. Si on veut regarder les choses, soit l'intercommunalité, d'ailleurs, souvenez-vous, Édouard Balladur, dans son rapport, avait dit, quelque part, ça valait pour les intercommunalités, y compris pour les départements. À terme, il avait utilisé, il y aura une évaporation
des communes et du département. C'était en un mot une aspiration, quelque part, d'un certain nombre de compétences des communes de plus en plus nombreuses vers l'intercommunalité, qui faisait que, il faut dire les choses franchement, c'était quelque part une conception que la communauté de communes devenait la commune du XXIe siècle, avec la disparition à terme des communes. Bon. Alors aujourd'hui, on n'en est pas là. Mais si on regarde aujourd'hui la caractéristique des intercommunalités, vous en avez trois juridiquement. Vous avez les communautés urbaines, vous avez les communautés d'agglo, et vous avez les communautés de communes plutôt rurales, semi-rurales, etc. Si, pour les compétences des départements, d'ailleurs c'est ce qui a été voulu dans la loi pour les métropoles, c'est de dire qu'à ce niveau-là, pourquoi les métropoles n'auraient-elles pas les compétences du département? C'est une vraie question. Mais j'ai interrogé, comme président de l'ADF, un président de l'association des communautés urbaines, dont j'ai pu percevoir que la réponse n'était pas encourageante sur l'idée de prendre les responsabilités sociales des départements, parce que les communautés urbaines étaient plutôt sur les enjeux, notamment de la formation supérieure, des grands enjeux économiques, de stratégie, etc., et qu'il y avait une spécialisation et une grande expérience qui avait été acquise dans les départements. Pourquoi c'est intéressant l'espace départemental? C'est qu'il ne peut pas y avoir une action sociale des campagnes et une action sociale des villes. La réalité de l'action sociale dans des territoires, c'est qu'on a su combiner les solidarités tant pour le monde urbain que pour le monde rural. Et là, il y a une véritable harmonie. Et c'est l'un des succès, d'ailleurs, du social dans les départements. Je ne dis pas que ce soit homogène partout, parce que, je termine sur le sujet, à partir du moment où on a accepté la décentralisation, ça veut dire qu'on considère que les différences dans les choix politiques sont possibles et qu'on n'est pas forcé de faire la même politique dans un département que dans l'autre. Si on n'accepte pas ça, il n'y a pas de décentralisation. Il faut, à mon avis, c'est mon point de vue sur le sujet. Gérard Longuet, à propos de la répartition de trouver l'équilibre entre les hommes et les espaces, exercice difficile. On l'a vu, par exemple, pour la réforme du mode de scrutin pour les départements, où il y a eu un débat très long entre le moins 20, plus 20. Je sais qu'ici, il y avait des adeptes du plus 30, moins 30, qui me paraissaient plus justes pour essayer de mieux équilibrer. Mais ça veut dire que demain, pour les régions et pour le futur, il faut regarder quelque part de très très près des pondérations pour que, effectivement, des départements, puisque la circonscription départementale n'est pas enlevée, eh bien qu'il y ait quelque part un bon équilibre entre les espaces, et en n'oubliant jamais que les espaces sont des espaces vivants et que ça bouge, et qu'on n'est pas voué à l'inéluctable parce qu'on habite un département rural, mais il y a aussi là aussi de la vitalité. Je crois que je suis à peu près allé jusqu'au bout. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que vous êtes pour la suppression des départements? Il n'y a pas quelqu'un qui m'a posé cette question-là. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que je fais à la tête de l'ADF? Si tel était le cas, je donne ma démission immédiatement. Ça veut dire que, quelque part, je crois beaucoup à cette collectivité de proximité, hein, et je crois qu'elle a toute sa pertinence. D'autant plus que, j'attire votre attention, mais ça, vous le saviez déjà, c'est la première fois où nous pourrions supprimer une collectivité dont les élus sont élus au suffrage universel, ce qui ne s'est jamais vu jusqu'à présent. Et ce serait la première fois. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de première fois qu'il ne peut pas y en avoir, mais c'est aussi cette réalité. Après, pour Ronan Dantec, sur le devenir des régions, on n'est pas un État fédéral. Je pense qu'on est toujours un État unitaire décentralisé. D'ailleurs, il y a eu une modification de la Constitution qui reconnaît la République décentralisée, votée en 2004 ou 2006, 2003, à l'époque. Moi, j'ai une interrogation qui est pour le devenir des régions. Je ne voudrais pas qu'on substitue à un État jacobin des régions qui, demain, pourraient devenir des petits États jacobins. Je crois que là, il y a quelque part un risque qui pourrait apparaître. Et puis je termine sur une conclusion très personnelle.
Et je l'ai dit d'ailleurs à qui de droit, et tant au Premier ministre qu'au Président de la République. Cette loi de décentralisation n'est pas dans le sens de l'histoire. C'est la première fois où il n'y aura pas de nouveau transfert de compétences de l'État à l'endroit des collectivités territoriales. Et c'est ça que je trouve qu'on est dans une loi de clarification, on est dans une loi de confirmation, mais on n'est pas dans une loi de décentralisation. Et moi, j'aurais voulu qu'on discute de l'enseignement supérieur. J'aurais voulu qu'on discute de la compétence de santé. Pourquoi pas que le service public de l'emploi aurait été plus placé sur la double autorité du président de région et du préfet de région. Enfin, je veux dire, il y a des tas de sujets qu'on aurait pu aborder comme si on avait peur des collectivités territoriales et notamment de leurs élus et de leurs administrations. Et vous verrez que si, à mon point de vue, notre France pourra s'en sortir que si demain on est véritablement un pays beaucoup plus décentralisé. Et je terminerai sur ce point. La France est classée 17e au niveau des 28 pays de l'Union européenne plus décentralisés. Ça veut dire qu'on est les derniers de la classe. Et dans les 6 pays les plus peuplés, on est très loin des autres, hein, et nous savons bien les uns les autres. Il suffit de prendre un certain nombre de critères qui sont très objectifs. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est là, à mon avis, que repose l'une des grandes questions d'un véritable progrès de la décentralisation et qui était, à mon avis, attendu, car c'était aussi pour répondre à un défi au-delà de la démocratie, c'était la question de la lutte contre le chômage, du développement de nos territoires et du développement de nos entreprises. Très bien. Merci, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Président. Comment? Pas répondu au sénateur Lecam. Françoise qui devait le faire. Ah, bah alors, vous n'avez pas répondu au sénateur Lecam, il se sent frustré, là, je sens ça. On voit ça. Parce qu'elle a perdu la question. Là, votre question s'est perdue, Monsieur Lecam, je suis désolé, mais on va la retrouver. C'était les interco et les communes. Interco et communes. La verticalité. Voilà. Bah, oui, vous avez répondu en partie. Je peux répondre très rapidement. La verticalité, effectivement, tout ce qui... Et vous aviez fait référence à des récents scrutins, à la cassure qui existait entre la classe politique et entre la population. Je crois qu'effectivement, toute loi qui irait vers une recentralisation, qui irait vers un éloignement des élus de la population, eh bien, elle favoriserait des choses qui ne seraient pas dans le sens de la République et de la démocratie. Je voudrais dire aussi qu'il y a 2 modes de scrutin. Je ne parle pas du scrutin sénatorial, c'est tout à fait à part. Il y a 2 modes de scrutin où les élus ont une légitimité directe. Ils sont élus à un scrutin uninominal direct. C'est le scrutin de député et c'est le scrutin de conseiller général. J'y vois pour ma part une richesse démocratique. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Bien, mes chers collègues, donc nous entendons maintenant, et nous avons le plaisir d'entendre Pierre Jarlier, vice-président de l'Association des maires de France. Voilà. Alors, monsieur Jarlier, vous avez la parole. Il n'y a pas d'autres vice-présidents dans la salle? Parce que je ne sais pas, à l'AMF, il y a plein de vice-présidents. Si, je pense qu'il y en a un certain nombre, au moins 2. Jacqueline, elle n'est pas dans ce bazar de l'AMF? Si, c'est ça. Oui. Plus pour très longtemps, puisque je ne suis plus maire. Je suis jusqu'en novembre. Ah, voilà, c'est ça, voilà. Bon. Et puis bientôt, il n'y aura plus beaucoup de parlementaires quand on aura l'interdiction de cumuler les fonctions. Bon, avançons. Allez, avançons. Monsieur Jarlier, vous avez seul la parole. Bien, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais excuser le Président Jacques Pélissard, qui, compte tenu des délais de convocation, n'a pas pu se libérer. Ensuite, je voudrais aussi vous dire au départ que le bureau de l'AMF n'a pas eu l'occasion, compte tenu des délais aussi, de se prononcer sur ce texte. Rassurez-vous, nous à peine. Hein. Voilà. Donc, c'est donc un certain nombre de réflexions que je peux vous livrer, qui sont liées plus à des discussions informelles qu'à une position, évidemment, du bureau de l'AMF qui doit débattre de ce sujet dans quelques jours. Un premier point quand même. Nous allons aujourd'hui évoquer donc le sujet qui touche la délimitation des régions en fait, nous aurions aimé, mais c'est un vœu pieux, avoir une vision globale, avec une possibilité, bien sûr, d'analyse à la fois de l'impact sur les compétences, sur les moyens, sur les représentations, avant même que l'on passe à un texte qui touche véritablement le côté électoral. Et l'AMF a dit plusieurs fois qu'on aurait voulu plutôt avoir un grand texte fondateur
puis après des textes opérationnels qui nous auraient permis d'avoir une meilleure lisibilité. Et je dois vous dire très sincèrement que ça fait partie un petit peu des inquiétudes des élus, c'est aussi ce manque de lisibilité à long terme de ce qui se passera sur nos institutions, parce qu'il n'y a pas à un moment une écriture précise de notre future organisation territoriale sur un seul texte. Donc c'est un préalable. Deuxième préalable, les élus à l'AMF pensent, comme beaucoup d'élus locaux, qu'une réforme territoriale est indispensable, bien sûr, mais aussi indissociable d'une réforme de l'État, notamment d'une réforme de la présence de l'État sur le territoire. Comment imaginer demain une réorganisation territoriale des collectivités sans savoir de quelle façon ces collectivités seront accompagnées par l'État, avec quelle représentation territoriale? Je vais y revenir peut-être. Ensuite, s'agissant plus particulièrement des régions, pour nous, la question de la taille n'est finalement pas aussi importante que celle des compétences et celle des moyens qui seront donnés à ces régions. Et pour nous, donc, c'est bien la question de l'organisation qui est la plus importante. Donc je voudrais évoquer très rapidement, parce qu'après je pense qu'on aura un échange, très rapidement 4 ou 5 points qui nous semblent assez majeurs pour les élus locaux, pour les maires. La question de la clarification, la question de la représentation, la question de la proximité nécessaire, de la subsidiarité et de la solidarité. Alors, bien sûr, l'arrivée de grandes régions, on peut toujours s'interroger. On voit bien que, d'ailleurs, nous, on n'a pas une position arrêtée sur ce sujet, parce qu'elle dépend évidemment des décisions qui sont prises localement d'abord, mais on voit bien que, quels que soient les gouvernements qui ont été en place, tous les rapports parlementaires sont bien arrivés à la même conclusion que l'idée de grandes régions était quand même relativement indispensable pour pouvoir avoir des territoires capables d'égaler les grandes régions européennes. Que ce soit le rapport Raffarin-Balladur, ça a dû être dit à nombreuses reprises ici. Simplement, ce que nous déplorons un peu et qui interroge aussi beaucoup d'élus, c'est la méthode avec laquelle aujourd'hui on nous propose ce découpage. Il est certain que, même si le choix est difficile, on aurait peut-être préféré avoir un débat d'abord préalablement au sein de nos territoires pour voir comment les choses pouvaient se passer et effectivement comment on pouvait envisager de nouvelles solidarités. Il y a 2 sujets qui interrogent les élus. Le premier sujet, c'est l'éloignement des territoires et des centres de décision. En gros, qui sera l'interlocuteur, comment le territoire s'organisera, notamment les territoires de proximité, je vais y revenir. Et puis, le deuxième sujet, c'est aussi la représentation, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'avec ce qui se dessine, il y aura moins d'élus pour représenter des territoires plus grands. Je vais y revenir. Et cela nous semble une des grandes difficultés, évidemment, de l'exercice auquel nous devons nous livrer maintenant. Un mot sur la clarification. Je donne 2 exemples, parce que le sujet n'est pas de traiter des compétences aujourd'hui, si j'ai bien compris, donc je ne rentrerai pas trop dans ce détail. Mais enfin, les élus sont en attente quand même d'une clarification des compétences de chaque rang de collectivité. Je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, lorsque nous montons des projets de territoire au sein de nos intercommunalités, aujourd'hui, nous faisons un premier travail avec le département, avec ses propres critères, avec ses propres attentes, avec ses propres schémas. Et puis, lorsque nous allons contractualiser avec la région, nous faisons un deuxième projet de territoire avec ses propres critères, ses propres attentes. Et à un moment, il faut croiser tout ça. Et la cohérence du développement local se pose. Parce qu'il n'y a pas toujours compatibilité aujourd'hui entre les 2 objectifs qui sont fixés, soit dans la région, soit dans le département. Donc il y a évidemment à un moment intérêt d'avoir affaire à un interlocuteur en matière d'aménagement du territoire et de développement local, de façon à ce qu'on puisse réaliser des projets de territoire qui soient en phase avec ces grandes stratégies. Deuxième exemple, le transport scolaire. Je prends cet exemple parce qu'on est quand même dans un dispositif qui est un peu compliqué.
Aujourd'hui, le département gère le transport scolaire, il délègue à des gestionnaires de proximité qui sont les intercommunalités, elle s'occupe de gérer la sécurité, elle s'occupe, bien souvent c'est comme ça, en tout cas ça arrive, chez nous c'est comme ça, l'intercommunalité s'occupe L'intercommunalité s'occupe de gérer les circuits, de gérer j'allais dire la sécurité, de gérer le suivi avec les familles. Et c'est le Conseil général. Et c'est. Est-ce que je peux. Mes chers collègues. Vous aurez l'occasion. Vous poserez vos questions. Laissez l'orateur s'exprimer. Ça existe en tout cas. S'il vous plaît. Je vous donne un exemple de ce qui doit exister quelque part, puisque je le connais. Donc, et je l'ai même vécu. D'accord, mais en tout cas, alors je vais essayer de finir. Une chose est sûre, c'est qu'on a un gestionnaire de proximité qui est délégué par le département. Ce gestionnaire de proximité assure évidemment le quotidien du service. C'est pas lui qui donne les marchés. Et surtout, le problème, c'est que c'est le Conseil général qui décide des tarifs. Et lorsque l'intercommunalité, par exemple, décide d'appliquer un tarif unique, eh bien, elle est obligée d'envoyer un chèque à toutes les familles pour pouvoir effectivement assurer une tarification attractive. C'est la réalité de ce qui se passe sur le terrain, parce que à un moment, eh bien, on donne à deux strates différentes le soin d'organiser un service. Je prends cet exemple parce que je l'ai vécu sur le terrain. Et malheureusement, ça ne marche pas très très bien. Je m'en arrête là sur la clarification, parce qu'on voit bien que concrètement, il y a des sujets qui nécessitent d'être traités, même si ça nécessite, Monsieur le Président, même si ça nécessite un certain nombre de remises en cause, sans doute, de pratiques actuelles. S'agissant de la représentation des territoires, un sujet qui, pour nous, est un sujet quand même extrêmement sensible. Et là, je voudrais vous donner l'exemple de ce qui se passe en Auvergne avec le texte de loi. Alors aujourd'hui, nous avons 5 élus régionaux sur un total de 47 en Auvergne. On voit qu'avec le texte, nous aurions 3 élus régionaux dans le meilleur des cas, avec un total pour l'Auvergne de 26 élus. Soit 45% de moins qu'aujourd'hui, alors même qu'en région Rhône-Alpes, ça ne fera une diminution que de 20%. Donc non seulement on va avoir un territoire qui sera plus grand, avec un secteur plus rural qui va intégrer, mais la représentation d'une région plus rurale sera affaiblie beaucoup plus que ne le sera la représentation de la région Rhône-Alpes. Alors, on voit bien qu'il y a là une vraie difficulté, et ça nous pose un vrai problème de représentation des territoires ruraux, et les maires sont inquiets sur ce sujet. Ils ne sont pas opposés à ce qu'on aille rejoindre une grande région. Après, les choix stratégiques, c'est une autre affaire. Mais par contre, ils voient d'un très mauvais œil qu'il n'y ait plus de proximité et de représentativité de proximité au sein donc de ces régions. Sur ce sujet, nous pourrions éventuellement proposer des adaptations. Et on envisageait 2 pistes. La première pourrait être celle de faire coïncider le nombre d'élus et le nombre de candidats. Ce qui aurait, le nombre de candidats qui figure à l'article 6 du projet de loi. Ça aurait une incidence assez faible, mais qui amènerait à passer de 150 à 176 conseillers régionaux au plan national. En faisant ça, on ne passerait que de 1611 à 1805 conseillers régionaux. Je rappelle qu'avec la loi sur le conseiller territorial, nous étions à 3480 conseillers territoriaux. Donc nous sommes loin du compte en essayant d'apporter une meilleure représentativité des territoires. J'ajoute que si on allait dans cette direction, il faudrait évidemment introduire un scrutin départemental pour éviter qu'il y ait une variable d'ajustement en fonction des scores régionaux, parce que sinon, évidemment, on ne serait pas sûr que chaque candidat puisse être élu au regard du tableau qui est présenté. Ça, c'est la première formule. Il y a une deuxième éventualité qui pourrait être celle d'assurer un seuil minimum d'élus par département, 2 ou 3, en trouvant une formule qui réponde évidemment
aux impératifs constitutionnels, ce qui n'est peut-être pas le plus facile. Mais évidemment, dans ce cas, il faudrait aussi revenir à un scrutin départemental. Voilà donc sur ce sujet de la représentativité. Les maires sont très attachés à ce qu'ils puissent être représentés par des conseillers régionaux en nombre suffisant. Il y a des territoires qui sont extrêmement ruraux, qui sont extrêmement grands sur le plan des distances entre les villes et la campagne, et qui méritent évidemment d'être représentés tout à fait équitablement. Ensuite, je voudrais évoquer le problème de la proximité. Il y a évidemment pour nous, maires, premier échelon de la démocratie locale, nous pensons que toute réforme doit être faite en tenant compte d'un certain esprit de subsidiarité sur lequel je reviendrai, et nous pensons que c'est bien à partir du bloc communal qu'il faut organiser notre démocratie de proximité, et que sans doute ce bloc communal doit évoluer. Mais il doit évoluer selon nous, non pas avec de la supracommunalité, mais avec des communes plus fortes et des intercommunalités plus fortes. Alors, sur ce sujet, le président Pélissard a d'ailleurs déposé une proposition de loi pour encourager les communes nouvelles. Et nous regrettons que ce texte n'ait pas fait l'objet déjà d'un débat, et nous espérons que ce texte pourra être intégré dans le deuxième texte qui sera présenté à l'automne, parce que c'est très important. Pourquoi ? On voit bien qu'aujourd'hui, dans certains territoires ruraux, il y a un certain nombre de communes qui n'ont plus un nombre suffisant d'habitants pour assurer les charges quotidiennes auxquelles elles ont à faire face. Elles n'ont plus les moyens de fonctionner. Et les maires en sont conscients. Et il y a aujourd'hui un mouvement de solidarité qui existe. Et il y a même des maires qui pensent à se regrouper. Évidemment, il faut que tout ça soit fait au plan volontaire. Parce que à chaque fois qu'on fait un mariage forcé, de toute façon, il ne fonctionne pas. On l'a vu avec la loi Marcellin qui n'a pas du tout fonctionné. Donc il faut un autre modèle. Et ce modèle de commune nouvelle, il peut fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'il permettra à la fois de créer des entités plus fortes, capables demain d'assumer la compétence générale, à laquelle nous sommes tous très attachés sur le bloc communal, et il permettra aussi, dans certains cas, à des communes nouvelles, qui se sont déjà regroupées, de rentrer dans des intercommunalités en pesant plus fort à l'intérieur d'intercommunalités qui seront plus grandes. Voilà le sens de ce que propose le président Pélissard, qui me semble être une évolution intéressante fondée sur le volontariat, et les dispositifs qui sont proposés permettent, dans la période de transition, puisque nous avons déjà fait les élections, d'organiser quand même ces communes nouvelles avec des gouvernances de transition, avec un certain nombre d'incitations pour les constituer. Donc premier élément, effectivement la commune nouvelle. Deuxième élément, l'intercommunalité. Nous pensons à l'AMF, je pense que c'est un sujet qui est partagé avec la DCF, que si nous voulons demain constituer des partenaires des régions, des partenaires de l'aménagement du territoire, on voit bien qu'aujourd'hui, le développement local s'organise autour d'intercommunalités qui sont fortes. Et nous pensons que ces intercommunalités doivent être effectivement renforcées. La question du seuil se pose. Et pour nous, les choses sont claires. Il ne faut surtout pas imposer un seuil qui ne tiendrait pas compte de la diversité des territoires, parce que, bien entendu, il y a des territoires à faible densité qui méritent sans doute de nouvelles solidarités, peut-être pas à l'échelle de 20 000 habitants, parce que, pour vous donner un exemple, il y a certaines communautés qui, pour arriver à 15, 16 ou 20 000 habitants, devraient rassembler au moins 80, 90 communes, voire plus. Alors, ça pose une question de distance, de gouvernance partagée. Quand vous voyez la décision du Conseil constitutionnel qui vient de tomber sur la représentativité au sein des intercos, qui va remettre en cause énormément de fusions, parce que les équilibres auxquels on était arrivé vont être remis en cause, on voit bien que plus on sera nombreux autour de la table, plus ce sera compliqué pour trouver une gouvernance équitable, surtout si on ne peut pas moduler le fameux tableau qui a été mis en place, sur lequel nous avons beaucoup discuté avec le rapporteur à l'époque, et pour lequel l'AMF s'était beaucoup battu pour qu'on obtienne justement des dérogations qui aujourd'hui sont remises en cause par le Conseil constitutionnel. Donc nous voulons des intercommunalités fortes qui seront demain des interlocuteurs de la région pour pouvoir contractualiser des projets de développement
directement en lien avec les stratégies qui seront évidemment constituées. Voilà moi ce que je souhaitais vous dire sur le problème de la proximité, étant entendu que je souhaiterais ajouter une chose importante. Il faut dissocier les départements, et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas qu'on confonde le département et le conseil général, parce que c'est quand même deux choses différentes. Non, ce n'est pas la même chose, parce que le département a été créé par l'État pour représenter l'État. Monsieur, je fais la même observation qu'à votre prédécesseur. Une collectivité locale, c'est un territoire, des compétences et une assemblée élue. Autrement, ça n'est pas une collectivité territoriale. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Le département est constitutionnellement constitué comme la région et la commune. Les autres ne le sont pas. Alors, la ligne. Et si on veut supprimer le département ou l'assemblée élue du département, il faut une révision constitutionnelle. Point. Monsieur le Président, c'est surtout pas ce que je vais dire. Bon. Donc voilà, donc je suis tout à fait à l'aise pour en parler parce que c'est pas ce que je vais dire. Ce que je veux dire, c'est que dans les départements qui sont des départements ruraux, en secteur urbain, la question ne se pose pas. Dans les départements qui sont des départements ruraux, on voit bien que la taille des intercommunalités ne permettra pas d'obtenir la taille suffisante pour pouvoir justement mener à la fois des politiques de développement efficaces, en matière de services notamment, et sans doute pour pouvoir relayer des compétences qui seront peut-être attribuées à un moment à un échelon supérieur. Donc nous pensons qu'il est absolument indispensable qu'il existe un échelon départemental qui pourrait être constitué des intercommunalités, par exemple, et oui, qui pourrait être constitué des représentants d'intercommunalités et qui pourrait donc constituer une entité départementale qui sera une évolution du Conseil général, en réalité, une collectivité locale. Et qui en même temps pourrait être à la même échelle que le département avec la présence de l'État. Il me semble important qu'il y ait un pendant de la représentation de l'État au sein du département, puisqu'aujourd'hui on nous dit que l'État veut renforcer sa présence à l'échelle départementale. Il est important qu'il y ait une représentation territoriale à la même échelle pour que, effectivement, il puisse se mettre en place des partenariats efficaces. Voilà sur le sujet donc de la proximité. Et de cette façon, il y aurait une possibilité peut-être de rassurer beaucoup d'élus qui voient, avec la suppression du département, s'éloigner les centres de décision. Donc mon propos n'était pas de penser à leur suppression, mais à leur rénovation. Voilà. Oui, mais c'est ce que je dis. Il y en a qui parlent d'évaporation. Je ne me permettrai pas. Ensuite, s'agissant de la subsidiarité, les élus, les maires sont très attachés au fait que l'on puisse maintenir des liens de subsidiarité de façon à ce que chaque échelon du territoire soit partie prenante, notamment dans les grandes stratégies d'aménagement du territoire. On parle, sans rentrer dans les compétences, on parle du schéma régional d'aménagement du territoire. C'est vrai que sans doute c'est un sujet extrêmement important, que c'est ce qui va en fait conditionner l'efficacité demain d'une politique d'aménagement du territoire. Faut-il encore que ce schéma soit constitué avec l'apport, bien sûr, du bloc local, de façon à ce que si demain il devait être prescriptif, on soit dans un système de co-construction et qu'il n'y ait pas donc de difficulté ensuite d'acceptation et de mise en œuvre. Surtout quand ensuite ces schémas régionaux, et je pense que le triptyque est bon, vont être déclinés à l'intérieur des schémas de cohérence territoriaux, puis ensuite des PLU ou des PLUI, selon les choix qui seront faits. On a là un véritable maillage de la planification qui devrait permettre d'améliorer considérablement les conditions d'aménagement du territoire. Voilà pour les travaux de la commission spéciale du Sénat sur la réforme territoriale. Nous y reviendrons plus largement dans notre journal à 19h. Mais tout de suite, c'est Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, qui reçoit ce soir Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français et sénateur de Paris. À tout à l'heure.